des débuts, des grands débuts du beach handball en France. Donc, on a fait nos premiers, je dirais nos premiers matchs, nos premiers entraînements directement avec la première équipe de France de beach. Donc, c'était vraiment génial pour démarrer. Donc, on a pu voir l'évolution sur toutes ces années. Mais avant ça, on était arbitre indoor depuis, je crois, 2005 ou 2006. Donc, on a fait plus de 10 ans ensemble en indoor jusqu'au niveau national 1 masculine et des 2 féminines. Voilà, je passe la parole à Mathieu. Voilà. Donc, mon binôme n'a pas de mémoire. Ça fait depuis 2004 que nous sommes Ouais, ensemble. C'est trop long déjà pour compter les années. ouais. J'ai le même âge que Cédric. Je viens aussi, je suis originaire du Grand Est, mais j'ai déménagé dans la région il y a de cela 2 ans et demi. Alors, ce n'était pas forcément la meilleure période avec le Covid pour se lancer sur le beach handball, mais j'ai eu grand plaisir à faire connaissance du club de Beaurepaire, avec qui on a noué des contacts et avec qui je collabore sur certains entraînements pour justement faire découvrir le beach. Et je suis très honnêtement très, très heureux d'être invité par l'IAM, la Ligue, pour tout simplement partager, parce que la découverte du beach pour Cédric et moi a été presque une révélation, un complément parfait pour l'indoor, et de pouvoir partager tout ça avec vous et simplement vous donner envie, comme nous, on a pu découvrir ce sport quand c'était encore moins connu qu'aujourd'hui, avec moins de moyens. C'est juste voilà, vous partager cette chance-là, vous donner, comme nous, la possibilité d'évoluer dans ce sport qui est tout à fait complémentaire du indoor et dans lequel j'en suis certain que vous allez vous éclater. Cool, super. Eh ben, merci à vous deux. Moi, je finirai simplement par me présenter, mais rapidement. Donc, Liam, salarié aussi à la Ligue, plutôt pour des missions autour de l'arbitrage, donc que ce soit en indoor ou au beach, d'où l'intervention de ce soir à laquelle participent Cédric et Mathieu. L'idée d'avoir organisé ce webinaire-là, enfin, ce temps, on va dire, de formation, de découverte de l'arbitrage beach, c'est finalement de lancer aussi ce qui va se passer pour la suite, c'est-à-dire que la première étape de beach de l'année aura lieu là à Vals-les-Bains sur ce week-end-là, mais il en suivra d'autres, hein, comme vous pouvez le voir là sur la diapo, Auteuil, à Saint-Donat et aussi à Beaurepaire début juillet. Ces quatre étapes-là auront forcément un vainqueur sur les tournois seniors, sur les tournois jeunes, qui se rencontreront lors des finales Aura qui auront lieu elles aussi à Beaurepaire. Euh, et puis cette année, la petite nouveauté qu'on voulait mettre en avant, c'est que fin juillet, on aura une Coupe de France des territoires qui aura lieu à Dunkerque. C'est-à-dire que chaque vainqueur des tournois seniors de chaque région, hein, ben, se retrouveront à Dunkerque pour se disputer le titre de champion de France de beach. Donc c'est une première, hein. Au début, on va dire que chaque région fonctionnait avec ses étapes, on va dire, en interne. Et cette année, ben, il y a la possibilité d'aller remporter une coupe nationale, donc être champion de France de beach handball. Donc voilà grosso modo pour l'événement et pour l'organisation du beach chez nous cette année. Est-ce que certains d'entre vous déjà ont des questions? Je ne vois pas il y a personne qui a posé des questions dans le chat pour le moment, donc c'est que ça a été plutôt clair. Sinon, n'hésitez pas, hein, on pouvait commencer à écrire et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je reprendrai tout au fur et à mesure de la présentation. Cédric et Mathieu, ben, si vous voulez, vous pouvez vous lancer sur la première diapo pour présenter un peu l'aire de jeu, comment ça se passe le beach, sur quoi on joue, avec quel matériel. Pas de souci. Alors moi, je vais démarrer une petite introduction parce que j'ai entendu parler de sandball tout à l'heure. Et c'est vrai que le sandball, c'est typiquement français. En fait, le beach handball existe depuis maintenant plus de 20 ans et il y a des compétitions internationales et en Europe depuis autant de temps avec des championnats d'Europe, des championnats du monde. Et en fait, en France, on ne connaissait pas ça. Le sandball avait été créé par les Barjots à l'époque, dans les années 90. En fait, avec leur super équipe de France, ils s'étaient dit, allez, si on allait un petit peu s'amuser sur le sable, et ils ont créé le sandball. Donc le sandball, en fait, ressemble au beach handball, sauf que c'est vraiment fait pour s'amuser. Le règlement, il est pas très strict, il faut marquer des buts jolis, voilà, on rigole. Alors que le beach handball, c'est une vraie compétition avec un vrai règlement, je dirais, international, tout comme le règlement indoor. Donc c'est pour ça que vous avez à l'écran là un vrai but de handball avec des dimensions bien précises. Donc en fait, c'est exactement le même but qu'en indoor. Il fait 2 mètres sur 3. La différence, c'est qu'il est installé sur le sable. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vois sur la diapo.
Oui, bah évidemment, bah comme indoor, il est bien fixé. Hein. Sur le sable, c'est pas évident de le fixer. Euh, et voilà ce que je peux apporter comme définition sur l'aire de jeu. Mathieu, je te passe la main. Yes. L'aire de jeu, du coup, on est sur un terrain bien spécifique au beach handball. Alors, rectangulaire, ça va de pair, sauf qu'on n'a pas cette notion de zone, on va dire, spécifique au indoor. On a deux surfaces de but, on voit les buts. Ce qui va vraiment changer, la grosse différence, ça va être les zones de changement avec toute une mécanique de changement qui paraît compliquée au départ, mais qui en fait donne des possibilités en termes de tactique et de stratégie qui sont hyper intéressantes. Quoi d'autre? On est sur une configuration où effectivement chaque équipe va avoir sa propre zone de changement. Mais là, cette fois-ci, on n'est pas chacun du même côté du terrain. On voit bien que chaque équipe va se situer d'un côté ou d'un autre. On se dit comme ça, de prime abord, que peu importe de quel côté on va se trouver, sachez que sur les compétitions internationales, il y a un gros enjeu pour savoir qui va commencer de quel côté. Et vous comprendrez après pourquoi. Parce que suivant l'emplacement de votre zone de changement, vous allez être soit côté droitier, soit côté gaucher. Et suivant le profil de vos joueurs, vous pouvez avoir un intérêt d'être en première mi-temps sur un endroit, sur une zone de changement versus l'autre. Voilà pour les spécificités. On va voir après que dans les changements, je crois que tu as une diapo spécifique pour ça. Mais je pense qu'on peut même y aller tout de suite, ça peut être pas mal. Hein. Ouais, c'est ça. On va voir sur les changements les spécificités, mais vous avez donc toujours une équipe qui défend son but pour attaquer de l'autre côté, ça ne change pas. Hein. Mais on a la particularité de pouvoir sortir au niveau de sa ligne et de sa zone de changement sur toute la longueur. Ouais, je vais vous la remettre pour passer sur une diapo qui va être plutôt pas mal, je pense. Alors, tac. Si j'y arrive, parce qu'on a la barre qui se met en plein milieu là. Tac, le petit diaporama à partir de la diapositive. Et là, donc, vous allez voir un petit peu à travers les animations de la diapositive comment peuvent s'articuler les différents changements pendant le beach handball. Donc, par exemple, avec une équipe A, est-ce que vous voyez un petit peu le… Non. Ah, ça vient, mais ça commence. C'est écrit rentrer l'envers, c'est tout. Ok, ça arrive. Donc, avec les joueurs verts qui rentrent par la zone, donc tout le long de la ligne de touche, comme l'ont présenté tout à l'heure Cédric et Mathieu, qui rentrent dans ce sens-là sans forcément avoir une zone précise. Hein. Il faut savoir qu'aussi, à la différence de indoor, il n'y a pas de banc au bord du terrain. Les joueurs ils sont assis dans le sable par terre. Alors, soit ils posent leurs fesses par terre, soit ils se mettent à genoux, mais ils n'ont pas le droit d'être debout. Et ils ont le droit de s'asseoir où ils veulent dans leur zone de changement. C'est ça. Et du coup, pour les joueurs de cette équipe A, une fois qu'ils sont rentrés, pour pouvoir sortir, et ben finalement, c'est dans le sens inverse, sauf que du coup, ils peuvent sortir à n'importe quel endroit du terrain, avec du coup un passage autorisé dans la zone, si je ne me trompe pas, Cédric et Mathieu. C'est bien ça, ouais. C'est bien ça. Et c'est notamment cette spécificité-là qui donne au beach handball sa rapidité d'exécution. Parce que du coup, on n'est pas obligé d'avoir un chemin particulier comme au indoor pour sur le repli rejoindre la zone de changement. Là, pour le coup, le fait, par exemple, imaginons qu'effectivement, on est un joueur de cette équipe-là qui se lance, qui saute pour aller marquer. Du côté droit du terrain, il va pouvoir sortir immédiatement après avoir tiré, ce qui va permettre du coup aux défenseurs de rentrer immédiatement, mais non pas sur une zone dédiée, mais directement le long de sa zone, le long de la surface de but qu'il va défendre. Généralement, au beach handball, une équipe elle est scindée en deux, des attaquants et des défenseurs. Parce qu'il y a des joueurs qui sont excellents sur les deux, mais parfois, des joueurs sont beaucoup plus techniques pour aller tirer en 360 degrés ou en kung-fu, alors que des défenseurs, voilà, ils vont être peut-être beaucoup plus grands, beaucoup plus fins pour sauter plus loin et essayer de faire des contres. Et puis, physiquement parlant, pour qu'un joueur reste sur le terrain tout le match, même si c'est que 2 fois 10 minutes, c'est très, très dur parce que le cardio, il monte très vite. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de courir dans le sable
pendant 10 minutes, mais vous le sentez passer. D'où l'intérêt d'avoir des défenseurs et des attaquants qui peuvent se reposer à chaque possession de balle. On a montré pour les joueurs de l'équipe A, on n'a pas parlé des gardiens et des joueurs spécialistes. Voilà, le joueur spécialiste, on n'en a pas parlé encore jusqu'à présent, mais on pourra développer tout à l'heure. C'est un joueur bien particulier qui s'associe fortement au gardien de but pendant le match et qui, du coup, a une zone de rentrée spécifique, pour le coup, qui est la zone du gardien de but de son équipe. Je ne sais pas si vous voulez développer ça, Cédric ou Mathieu. Tout à fait, c'est une des spécificités du beach handball, c'est surtout aussi une clé pour marquer des buts, c'est qu'il y a des gardiens remplaçants qu'on appelle des spécialistes qui doivent effectivement rentrer par leur propre zone, et s'ils marquent un but, le but peut être normal, mais si c'est un but marqué par le spécialiste, ça vaut 2 points. Donc on va avoir beaucoup d'équipes qui vont jouer là-dessus, par exemple faire tirer le spécialiste à droite du terrain pour qu'il puisse sortir immédiatement après son tir, qu'il ait marqué ou pas, afin que son gardien puisse rentrer à nouveau et défendre son propre but. À savoir que ça va très très vite, donc le gardien d'en face peut immédiatement tirer dans le but adverse pour essayer de marquer lui aussi à 2 points. D'où l'intérêt de faire des changements très rapides. Voilà, c'est pour ça aussi que du coup, dans la logique de faire sortir le spécialiste, on ne va pas lui demander de revenir et de ressortir par la zone dans laquelle il est rentré, mais il a la possibilité aussi, lui, de sortir comme les autres joueurs à n'importe quel endroit du terrain, dans sa zone de changement, bien sûr. C'est ça. Et une des, on va dire, des fautes de changement que l'on retrouve le plus souvent au beach handball, c'est typiquement le spécialiste qui va avoir donc ce réflexe de sortir n'importe où, mais qui va avoir aussi ce réflexe de re-rentrer tout de suite. Imaginons s'il y a une perte de balle ou si son équipe reste en possession de la balle, sans faire le tour spécifique qui va l'amener à cette zone bien particulière qui lui permet de re-rentrer. Donc, amis arbitres, faites attention, quand vous voyez un spécialiste mettre un pied dehors, c'est que techniquement, il est sorti du terrain et pour re-rentrer sur le terrain, alors hormis pour une remise en jeu ou ce genre de choses, c'est sûr, mais pour re-rentrer du terrain et pour participer au jeu, c'est exactement le chemin que Liam vous montre avec la souris. Il va devoir sortir et re-rentrer par cette partie-là. C'est pour ça on a certaines équipes, après on le verra dans la composition des équipes, mais qui peuvent avoir 2, 3 spécialistes pour justement avoir cette rotation qui se fait plus rapidement, plus facilement. Et vous allez avoir des spécialistes qui ont une façon de jouer complètement différente. Vous pourrez très bien avoir un spécialiste qui sait sauter à 10 mètres et tirer fort. Ça fait des buts à 2 points. Pour avoir un spécialiste qui est très fort en 1 contre 1, pour terminer à 6 mètres et tirer à 2 points. Et un spécialiste qui est très très fort pour faire des passes au pivot ou aux ailiers. Voilà, tout dépend de comment l'équipe veut jouer et des qualités de ses joueurs. Il y a 2 questions qui arrivent dans le chat du coup par rapport à ça. Là, on a parlé du spécialiste, du coup, ça a lancé, on va dire, un petit peu quelques questions. Ce que je propose, c'est qu'on se mette sur la diapo directement du joueur spécialiste pour le présenter, si je la retrouve. Et du coup, peut-être que ça répondra à certaines questions qui ont été posées. C'est peut-être la composition d'une équipe. On va commencer par là. Une équipe, c'est minimum 4 joueurs au moment de lancer. Donc, c'est 3 joueurs de champ et un gardien de but. Et après, effectivement, vous pouvez avoir vos remplaçants sur le côté du terrain. Pour répondre à la question de Yannick, l'étiquette de spécialiste, elle est attitrée à aucun joueur particulier. Et c'est aussi la particularité du beach, c'est que vous pouvez avoir autant de spécialistes que vous le souhaitez. La seule particularité, c'est qu'on ne peut avoir sur le terrain qu'un seul spécialiste à la fois. On ne peut pas avoir 2 spécialistes au même moment sur le terrain. Là encore, c'est considéré comme un mauvais changement et celui qui ne devrait pas être là sera sanctionné. Alors, à haut niveau, toutes les équipes ont un deuxième jeu de maillot au bord du terrain, d'une autre couleur. Une couleur pour les joueurs et une couleur pour le gardien. Ce qui fait que chaque joueur, un joueur qui a le numéro 10, jaune, son gardien est rouge, et il va chercher son maillot numéro 10 rouge pour pouvoir rentrer dans les buts ou jouer en tant que spécialiste. Ils peuvent changer autant de fois qu'ils veulent sur le terrain. Bien sûr, l'arbitre doit veiller à ce qu'au moment où il rentre, il ait la bonne couleur de maillot. Et sur la feuille de match, il n'y a pas de ligne spécialiste ou gardien de but. Tous les joueurs sont confondus. C'est ça. Et d'ailleurs, on peut imaginer que le gardien de but joue aussi spécialiste. Ça pourrait être quelque chose d'inédit, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a défendu, il attaque. Et c'est tout à fait envisageable. Il peut accéder à l'ère de jeu sans aucune difficulté et sans avoir à sortir pour rentrer. Simon,
là, on parle plus technique. On est d'accord que la touche ne peut pas se faire par le spé s'il veut jouer vite. Il peut jouer la touche. Mais après, il faut savoir que le spécialiste est on va dire, un peu l'arme principale d'une équipe. C'est-à-dire que cette volonté de jouer avec un spécialiste amène en fait une supériorité numérique de l'équipe qui attaque par rapport à l'équipe qui défend. Et on le verra peut-être un tout petit peu plus tard. C'est le danger principal parce qu'en fait, ce joueur spécialiste a la possibilité, en tirant normalement, de marquer un but à 2 points. Donc, si on veut faire peser une menace importante sur une équipe, il est assez effectivement facile d'imaginer que ce n'est pas forcément à lui de jouer une remise en jeu pour gagner justement l'avantage sur les défenses. Et la dernière question de Jeannette. Oui, j'allais dire pour répondre à la question de Jeannette, parce qu'on en a parlé un petit peu juste avant. Alors oui, les joueurs peuvent sortir du terrain même dans la zone adverse. Tout simplement, si un joueur saute en extension, tire, marque un but ou pas, il va retomber dans la zone adverse, et ben, il peut vite sortir du terrain par la zone directement. Il n'est pas obligé de sortir de la zone pour ensuite sortir du terrain. Le beach handball est un sport et un jeu qui favorise la rapidité de jeu. Donc tout est mis en œuvre pour aller vite, accélérer. C'est ça. À partir du moment finalement où, bien sûr, les joueurs sortent de leur côté et non pas du côté adverse, bah, finalement, ouais, ils peuvent sortir de la ligne de but à la ligne de but adverse, quoi. S'il sortait du côté adverse, il se retrouvait entre guillemets dans le banc de l'équipe adverse et on verrait bien qu'il n'a rien à y faire, quoi. L'entrée du spécialiste avec au moins le premier pas dans la zone, effectivement, il faut absolument que le spécialiste, quand il rentre, il mette un pied dans la zone. S'il ne le met pas et qu'il passe au-dessus de la zone, on considère que c'est un mauvais changement. Ok. Bon, bah, c'est pas mal. Ces premières questions, là, ça permet d'aller un peu plus loin dans les détails. Effectivement, le rôle du spécialiste est hyper important parce que, comme l'a dit tout à l'heure Mathieu, ben, ça apporte le surnombre puisqu'on fait sortir le gardien et au lieu de jouer à 3 contre 3, on joue à 4 contre 3. Le spécialiste qui peut marquer 2 points aussi. Donc, forcément, ça apporte quelque chose de plus à l'attaque de manière indéniable. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rentre du coup dans comment s'organise le match d'une manière générale et puis après, du coup, on ira dans comment est-ce que je mets les points, combien de points ça vaut et les gestes spécifiques un petit peu du beach handball. Liam, tu peux juste remettre la diapo du ballon parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à la différence du indoor, c'est qu'au beach, comme vous le voyez, on a des ballons de 2 couleurs, c'est un pour les hommes, un pour les femmes. Le ballon des femmes est plus petit. Alors, ce sont des ballons en plastique mou. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour jouer un match, on a besoin de 4 ballons. Un derrière chaque but, un pour jouer et un à la table en balle de réserve. À la différence du indoor, où on n'a besoin que de 2 balles, un pour jouer et un à la table. Pourquoi est-ce qu'on a des ballons derrière les buts, pardon, c'est si le ballon part loin du but suite à un tir à côté, le gardien va pouvoir prendre ce ballon pour jouer très vite. Et puis quelqu'un du public remettra le ballon derrière le but, encore une fois pour favoriser la rapidité. Même ballon que le sandball, je pense qu'ils se ressemblent, mais ça, ce sont des ballons officiels réglementés. Ceux du sandball, je pense qu'il y a beaucoup de marques qui en proposent. Question qui est posée par rapport aux catégories jeunes, du coup, ils prennent un ballon qui est plus petit, ils prennent un ballon taille femme, ils prennent quoi comme ballon du coup? Il me semble chez les jeunes qu'il y a des tailles plus petites, mais généralement on prend les verts. C'est les verts les plus petits. C'est ça. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore par rapport au ballon ou à l'organisation des joueurs sur le terrain? Sinon, bah, effectivement, on peut enchaîner sur comment s'organise le match et puis aller un peu plus profondément dans les aspects un petit peu tactiques en termes de points. Je propose, Mathieu, je voulais parler des périodes et tu parles des shootouts ou l'inverse? Écoute, je vais faire les périodes vu que tu es un spécialiste des shootouts. Du coup, l'organisation du temps de jeu au beach handball, on va jouer à minima 2 périodes de jeu. De 10 minutes chacune, entrecoupées par une pause de 5 minutes. Ça, c'est invariable. Après, la particularité du beach handball, c'est qu'on ne travaille pas sur un score cumulé comme au indoor, à savoir l'équipe qui a marqué le plus de buts sur les demi-temps est déclarée vainqueur. On travaille sur le principe de set ou de manche, si on cherche vraiment le mot français. Donc, l'équipe qui a marqué le plus de buts à l'issue de la première manche va mener une manche à 0. Mais imaginons que la seconde mi-temps permette à l'équipe B de gagner la manche. On va se retrouver à un match qui va avoir chacune des équipes avec une manche. Et du coup, pour déterminer le vainqueur, et c'est franchement une des plus belles parties du beach handball, on va disputer ce qu'on appelle des shoot-outs,
qui est une mécanique particulière. Ça n'est pas des pénaltys, c'est des actions de jeu dynamique où sur le terrain, vous allez avoir simultanément une équipe qui attaque avec son gardien de but et un joueur de champ, et une équipe qui défend avec uniquement son gardien de but. Le rôle du gardien de but attaquant va simplement de faire la passe à son attaquant sur le champ. Et finalement, c'est moi qui ai expliqué un petit peu les shootouts. Je laisserai Cédric compléter parce qu'il y a toute une mécanique quand même spécifique. Je vais ajouter une chose, et c'est ce qui est dans l'encadré ici. On a parlé de période. Imaginons qu'on ait une égalité parfaite à l'issue de la première période ou de la seconde. On a besoin d'un vainqueur au beach handball pour déterminer le vainqueur d'une manche. Si à l'issue de la première période, le score est de 10-10, à ce moment-là, on va jouer ce qu'on appelle le but en or. Pour les plus anciens au foot, ça rappelle peut-être des souvenirs. Mais là, du coup, c'est au beach handball. Et le principe est un peu le même, c'est-à-dire que la première équipe qui va marquer remportera la manche. Et marquer, on entend par marquer, avoir en fait minimum un point de plus que l'autre équipe. Donc, ce qui induit aussi des tactiques différentes parce qu'on n'est pas obligé de s'exposer autant pour chercher un but à 2 points. On va pouvoir aller chercher un but à 1 point pendant ces fameux golden goals. C'est un peu aussi le moment redouté des arbitres parce que c'est un peu là où tout se joue. Et du coup, en termes de tension et de money time, là où au indoor, le money time, en fait, on en a 2 par période. Là, on va avoir un money time dans le jeu. On peut potentiellement avoir un autre money time pendant le golden goal, un autre money time encore en deuxième période et encore un autre avec un golden goal, et sans parler des shootouts qui est aussi une séquence particulière. Donc, on va dire dans l'intérêt d'un match, en plus c'est 2 fois 10 minutes, d'un point de vue arbitrage, c'est génial parce qu'en fait, il peut se passer toujours quelque chose. Même si une équipe domine l'autre en première période, on peut avoir un changement complet de physionomie de match en seconde et déboucher sur un match tout à fait indécis qui va se jouer pendant ces fameux shootouts. Dernière particularité avant de laisser la parole à mon binôme, c'est que comment dire, il n'y a pas d'engagement qui est attitré à une équipe. L'engagement se fait sur le principe de l'entre-deux, ce qui donne aussi de l'incertitude à la fois au début de chaque période, mais aussi au moment des golden goals. Parce que c'est pareil, c'est un entre-deux où en fait, on va lancer le ballon tout simplement en l'air, l'arbitre de champ va le lancer en l'air, et 2 joueurs de chacune des équipes vont tenter de l'intercepter pour gagner cet engagement. Merci Mathieu pour toutes ces précisions. Au niveau des shootouts, vous allez voir la vidéo après, vous comprendrez mieux. Donc, on arrive au shootout, comme on a dit, quand on a une période partout. Et il faut départager les équipes. Donc, nous, en France, on connaît les tirs au but. Les shootouts, si on vous parle de ça, vous ne connaissez pas du tout. Il y a quelques pays, notamment les pays nordiques, qui utilisent des shootouts au indoor, et c'est vraiment très spectaculaire. Donc, en fait, le principe, c'est qu'on va avoir 5 joueurs de chaque équipe qui vont tirer à tour de rôle, et on va avoir l'attaquant qui se positionne, comme vous voyez, dans un premier rond jaune en bas, avec le pied sur l'angle de la zone et des lignes de touche, et le gardien a obligatoirement les pieds sur la ligne qui n'existe pas, la ligne virtuelle de son but. L'arbitre siffle, l'attaquant passe la balle à son gardien qui a le droit de se libérer de la ligne de but. Et ensuite, le gardien, il peut tirer directement au but, ça vaudra 2 points, ou il peut faire la passe à son attaquant, mais la balle ne doit pas toucher le sol. Si la balle touche le sol, le shootout est terminé, c'est 0 points. Donc ensuite, le joueur, quand il réceptionne la balle, il peut très bien faire un kung-fu directement sur la passe du gardien, ou alors après essayer de faire un 360 degrés avec un contraint sur le gardien. Et l'autre spécificité du beach handball, on n'en a pas trop parlé, mais la règle numéro 1, c'est le fair play, et la règle numéro 2, c'est pas de contact. Donc ça veut dire que si le gardien fait la moindre touche à l'attaquant, eh ben, on va arriver sur un jet de 6 mètres avec un carton rouge pour le gardien. On essaye au maximum de protéger les attaquants. C'est ça qui rend aussi ce sport si spectaculaire. Tu peux peut-être lancer la vidéo, Liam, on comprendra mieux. Oui, carrément. En même temps, il y a une question de Simon là, qui demande si du coup, sur la relance du gardien, si le ballon rebondit sur la surface mais rentre directement dans la cage, qu'est-ce que ça fait? C'est but. C'est but. C'est ça. Le ballon ne doit pas toucher le sol durant la passe du gardien de but à son joueur. C'est ça. Ou s'il y a une mauvaise réception, par exemple, de l'attaquant, pareil, où le ballon tombe au sol, là aussi, le jet est terminé.
il est considéré comme nul. Alors, la question de Yannick, shootout comme au sandball, qu'une fois possible entre le gardien et l'attaquant, oui, je l'ai dit, c'est possible. C'est difficile à réaliser, mais il y a des joueurs qui y arrivent et c'est surprenant pour le gardien adverse. Donc, c'est une technique qui peut marcher, mais il faut la maîtriser. Il ne faut pas oublier que la passe du gardien, elle fait quand même bien 20 mètres. Hein. Donc, il faut la maîtriser. C'est ça. Il y a une dernière petite précision, comme vous pouvez le voir là du coup sur la photo qui est sur le PowerPoint, au début du shootout, juste avant le coup de sifflet de l'arbitre, il est hyper important que et l'attaquant et les deux gardiens de but de l'équipe qui attaque et de l'équipe qui va défendre aient tous le pied sur la ligne au départ du shootout. Et une fois que l'arbitre siffle, effectivement, la passe est faite, le gardien peut avancer dans sa zone et le gardien adverse peut aussi en sortir comme l'a dit Cédric. Je vois qu'il y a Benoît qui a levé la main, si tu veux prendre la parole, et ensuite je vous montrerai une petite vidéo sur ce shootout-là. À travers un petit lien, vous verrez, ce sera beaucoup plus clair en images. Ouais, une petite question sur le joueur, il est sur le point de corner là, il fait la passe au gardien, le gardien fait sa relance sur le joueur tire, arrêt gardien, la balle revient dans la main du joueur et retire. On valide le but. C'est terminé. On n'a le droit qu'à un seul tir. D'accord, ok, voilà. C'est comme un tir au but à la fin d'un match de indoor. Une fois que le jet il est fait, on ne fait plus rien derrière. Okay. Une fois que la main a quitté le ballon, la main a quitté le ballon, c'est mort si ça rentre pas. Merci. Je t'en prie, Benoît. Alors, je vais vous mettre du coup dans le chat un lien de vidéo qui s'envoie là maintenant, que vous pourrez ouvrir et du coup regarder chez vous. C'est une petite vidéo d'1 minute là maintenant. Je vous propose de directement l'ouvrir chacun sur vos ordi parce que ça risque de couper un petit peu sur le partage de la visio. Alors, je vais essayer de le faire quand même, mais au cas où, vous pourrez faire ça depuis chez vous. Alors. Si je partage mon écran comme ça, est-ce que tout le monde voit? Oui, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien? Ouais, Angel, ça marche aussi. Sophie, tu vois bien? Simon aussi, Léo, tout le monde voit? Eh bien, parfait. Écoutez, si vous voulez commenter en même temps, c'est encore mieux du coup d'avoir les images. Donc là, vous voyez l'équipe de France senior masculine. Voilà, ça allait un peu vite. Donc le gardien a le droit aussi de sortir de sa zone pour aller jouer le contre ou jouer le passage en force. C'est des techniques que des gardiens utilisent. Et souvent, il faut aussi comprendre que dans les shootouts, l'équipe qui défend, elle ne va pas mettre un gardien de but dans les buts, mais elle va mettre un très bon défenseur. Du coup, il ne va pas tenter une parade dans les buts, mais il va tenter plutôt de sortir, d'intercepter la balle ou de jouer le passage en force ou de forcer l'attaquant à faire marcher. On est vraiment sur une gestion tactique de chaque shootout. Ouais. Et pour vous illustrer les shootouts, je vais vous mettre un lien. En fait, vous connaissez peut-être tous EHF TV qui permet de revoir des matchs qui ont été organisés par la Fédération européenne de hand, à la fois pour le indoor mais aussi pour le beach. Sur le dernier Euro jeune, on a eu sur la finale 3 séances de shootout consécutives pour jouer le titre de champion d'Europe chez les jeunes. Et c'est incroyable la tension que vous pouvez avoir pendant ces moments-là. Je vous l'enverrai parce que c'est vraiment c'est magnifique à voir. Pour compléter ce que dit Mathieu, il faut savoir qu'après les 5 premiers tirs, s'ils ne sont pas départagés, c'est la mort subite à chaque tir. Donc là, vous imaginez qu'on a fait 3 tours, donc il y a eu 10 tirs en mort subite. C'était exceptionnel. Et là, honnêtement, être à la place d'un arbitre pour ce match-là, c'est que du bonheur. C'est clair. Les shootouts, c'est vrai qu'il n'y a finalement pas grand-chose à regarder. Hein. Si on fait bien les choses dès le début, il y a vraiment tout à... Il n'y a que à profiter, en fait. Hein. C'est ça. Hein. Par contre, alors on profite beaucoup, mais il y a beaucoup de responsabilités pour l'arbitre. Parce que si l'arbitre siffle un marché ou un passage en force, et ben là, on va cramer un shootout pour une équipe. Donc, quand on siffle, il faut vraiment être sûr de soi. Parce qu'on a beaucoup d'importance dans cette phase de jeu-là. Et ce qu'on essaie de faire au maximum, il faut absolument laisser les joueurs se départager entre eux. Alors, parfois, l'arbitre doit intervenir, mais il faut les laisser maximum se départager entre eux. C'est ça le but du sport. Complètement. Ça vaut 2 points au shootout, le 360 ou Kung Fu. Pour répondre à la question de Léo.
Ok, eh ben, merci pour cette présentation sur le shootout. Ce que je vous propose, c'est qu'on revienne du coup dans, on va dire, le cœur des périodes et qu'on puisse mettre en avant ce qui est interdit, ce qui est autorisé au beach dans les comportements des joueurs et forcément ce qui est interdit. Comment est-ce que ça va être sanctionné par l'arbitre par rapport à l'échelle des sanctions qu'il y a en indoor où on connaît l'avertissement verbal, le carton jaune, les 2 minutes 3 fois, la disqualification. Et ben finalement, au beach, ça se passe comment? Qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qu'on risque du coup? Je ne sais pas si tu avais la diapo encore ou pas. Là, on l'a plus. Ouais, la diapo, je vais la repartager, ouais. Hop, tac, Et pendant que tu repartages la diapo, ouais. pour répondre à la question de Darren, effectivement, il y a un changement alors pas de côté, parce que les équipes restent chacune de leur côté au moment où on l'a défini en début de match, mais effectivement, il y a un changement de sens. Tu parlais de verbal. C'est très intéressant comme truc parce que depuis plusieurs années, la verbale en indoor, elle existe toujours, mais elle doit être discrète. Ce qu'on trouve bien dommage, nous, parce que c'est tout l'inverse au beach handball. Quand on fait une verbale, il faut vraiment être très théâtral, faire des grands gestes pour que tous les joueurs, tout le public comprenne ce qu'on a sifflé. Et comme le beach handball, c'est 2 périodes de 10 minutes, le cadrage du match, il va se faire dans les 2 premières minutes. On n'a pas plus. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire passer une verbale de chaque côté qui va nous permettre de poser le cadrage directement. Et derrière, on n'a pas de carton jaune au beach handball à la différence du indoor. On va passer directement sur une suspension. C'est ce que vous voyez à l'écran, là, notre ami Jérôme Roland, qui fait ce geste-là. C'est quand il y a une faute d'un joueur, un contact. On va dire c'est un peu l'équivalent d'un 2 minutes en indoor. Ben, le joueur doit sortir et il a le droit de rentrer à la prochaine possession de balle de son équipe. Un joueur ne peut recevoir que 2 suspensions pendant un match. S'il reçoit une deuxième suspension, il a une disqualification. Et il peut également recevoir une disqualification directe, donc carton rouge normal pour un comportement antisportif grossier où il a mis l'intégrité physique du joueur en danger. Tu peux revenir sur la diapo d'avant, mais pour parler des irrégularités des comportements antisportifs, vous voyez qu'en fait, en termes de dénomination, c'est vraiment la même chose. On est sur des définitions que vous retrouverez d'ailleurs pour la plupart dans la version on va dire, indoor du code de l'arbitrage. Avec là, effectivement, la volonté de protéger le joueur beaucoup plus forte et de faire appel assez rapidement justement à cette notion de sanction progressive. En sachant que dans la progressivité, comme l'a dit Cédric, on a quelque chose qui est largement toléré au beach handball, qui est la verbale, et qui permet de passer le message vraiment à l'ensemble des participants concernés. Et après, on passe tout de suite à une exclusion. Après, on ne va pas revenir, sauf si vous avez des questions sur les irrégularités, mais de manière générale, on oriente toutes les défenses sur le ballon et non pas sur le joueur. La notion d'enterrer le joueur qu'on peut retrouver par exemple sur le indoor, etc., pour le neutraliser, ce n'est pas une notion qu'on développe au beach handball. Au beach handball, on cherche à intercepter de manière à lancer une contre-attaque le plus rapidement possible. L'autre particularité, c'est ce que tu montres là, c'est qu'effectivement, au beach handball, par les risques que prennent les attaquants quand ils effectuent un kung-fu ou quand ils effectuent un 360 sont importants. Et c'est ce qui en fait aussi la beauté, parce que du coup, ça donne des actions très spectaculaires. Mais le moindre contact, comme on peut le voir ici, sur un joueur ou une joueuse qui est en l'air et qui ne maîtrise pas son équilibre et sa dynamique, peut avoir des conséquences assez importantes. Donc c'est pour ça que dans cette réelle volonté de protéger le jeu et les joueurs, on va assez vite sur la progressivité des sanctions. Alors, aucun contact n'est toléré. Il ne faut pas le prendre non plus au pied de la lettre. C'est-à-dire que c'est aucun contact dirigé uniquement et exclusivement vers le joueur qui est toléré. Il y a des petits contacts qui vont arriver et qui n'auront pas d'impact sur le jeu. C'est la même chose qu'en indoor, et voire même plus au beach handball. La notion d'avantage est hyper importante. Et vous le verrez, et en plus, je ne sais pas pour vous, mais avec Cédric, une de
de nos spéciales, ou en tout cas là où on prenait le plus de plaisir, c'est quand on laissait le jeu se développer et qu'on arrivait à passer sur une sanction différée par la suite. Au beach handball, c'est encore plus important, ça a encore plus d'impact. Et on parlait voilà, de l'avantage que pouvait représenter le beach dans votre pratique en indoor. Pour l'arbitrage, sur cette action-là de sanctions différées, ça permet de aussi prendre un tout petit peu plus de risques, mais des risques payants. Et vous verrez que dans votre pratique en indoor, ça peut beaucoup vous apporter. Et je ne sais pas pour vous, mais nous, les suiveurs, étaient friands de ce genre de décision. Et c'est quelque chose qui peut, en tout cas au beach, vous aider à beaucoup progresser. Alors, il y a pas mal de questions là, sur les changements. J'ai essayé de répondre en même temps que Mathieu parlait. S'il y a mauvais changement, c'est comme indoor. En général, c'est perte de balle, suspension du joueur et puis balle à l'adversaire au niveau de la zone du mauvais changement. Si elle est plus intéressante que là où était le ballon lors du mauvais changement. Et effectivement, le joueur sort et l'équipe est à -1 jusqu'à la prochaine possession de balle. Ça, c'est une différence par rapport à indoor. Au indoor, 2 minutes, c'est 2 minutes. Au beach, le joueur, il sort et quand son équipe récupère le ballon, il a le droit de re-rentrer. Donc, c'est très rapide. Hein. Parfois, il peut être dehors pour 10 secondes. Ça dure une phase de jeu finalement. S'il est exclu en défense, il peut re-rentrer en attaque. S'il est exclu en attaque, il peut re-rentrer en défense. C'est ça? Mais le terme réel, c'est vraiment possession de balle. Il faut qu'il y ait un changement de possession de balle. Ok. C'est vrai que finalement, la notion de contact, elle se schématise beaucoup entre la différence sur un passage en force et vraiment quelqu'un qui vient, défenseur, toucher l'attaquant, auquel cas on est plutôt sur une exclusion et finalement, il n'y a pas trop de différence autre que ces deux-là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça, la difficulté pour l'arbitre, c'est vraiment de bien déjà cadrer son match là-dessus. Et quand il y a ce type d'action, si c'est entre les deux, il faut qu'on choisisse. Soit c'est passage en force, soit c'est simulation du défenseur. Et dans ce cas-là, il prend une suspension parce qu'il en rajoute trop. On appelle ça en anglais le Hollywood acting, c'est-à-dire que les joueurs, ils se prennent pour des acteurs sur le terrain, ils vont en rajouter volontairement. Et ça, au beach handball, même si le fair play est de rigueur et qu'on sourit, il ne faut pas se moquer du monde non plus, quoi. Mais il y en a qui y tentent et qui y arrivent. Hein. Complètement. Ça marche. Est-ce que par rapport à cette notion de contact, l'approche un peu de la sanction, etc., il y a des questions par rapport à ça? Il y en a eu pas mal dans le chat, effectivement. Je crois que Cédric a répondu beaucoup. Il y a Tristan qui en a posé une. Il demandait si c'était à la table ou à l'arbitre de détecter les mauvais changements. Comme au indoor. Soit vous avez des délégués ou des responsables à la table qui sont avec une vision à 360 et qui arrivent à percevoir ces mauvais changements. Mais comme je sais que vous ne les avez pas, eh bien, voilà, tout ce qui se passe sur le terrain est de votre responsabilité, messieurs, dames. Donc, bon courage. Et effectivement, c'est à vous de voir. Alors, la particularité, c'est qu'au indoor, les zones de changement sont toutes d'un seul et même côté. Et par rapport à votre champ de vision, vous avez plutôt l'habitude d'avoir la volonté de chercher d'un côté. Là, au beach, quand vous arbitrez seul, il est évident que vous ne pourrez pas tout voir. Après, vous allez en fait assez rapidement avoir cette espèce de réflexe de se dire dans la tête, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui me dérange dans la manière dont je lis le jeu, je le sens. Je ne l'ai pas vu encore, je ne l'ai pas encore analysé, mais je le sens. Et là, à ce moment-là, le réflexe, c'est j'arrête le temps et vous allez voir que généralement aussi, les coachs ont cette fâcheuse tendance à vous aider à compter le nombre de joueurs sur le terrain et à vous indiquer assez rapidement s'il y en a un supplémentaire. Donc après, on fait au mieux. Quand on est en binôme, on a ce même placement en fait en diagonale avec l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ce placement va naturellement vous orienter à regarder pour un arbitre une ligne et pour l'autre arbitre celle de l'autre côté. Alors, le placement idéal pour mieux voir les changements, c'est compliqué parce que le beach handball, ça va très vite. Donc, il y a des mauvais changements quand l'arbitre est en train de courir et d'essayer d'aller se positionner. Donc, il faut savoir tourner la tête, regarder. Après, avec l'expérience, c'est quelque chose qui se sent, comme disait Mathieu. Mais je dirais idéalement, le long de la ligne de touche, c'est là qu'on va voir si le joueur est correctement sorti avant que son coéquipier rentre. Voilà, il y a quelque chose qui va tiquer. C'est un peu comme quand vous sifflez un marché. Vous ne comptez pas les pas. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas et vous allez siffler. C'est plutôt à l'instinct, quoi, à l'instinct du truc. Et après, sur le placement, c'était est-ce que par rapport à se placer à l'opposé de la ligne ou de la ligne sur les trucs pour mieux voir, avoir plus de distance et plus d'angle. Tu veux dire, Benoît, à l'opposé, par exemple, du changement avec le spécialiste, par exemple? Oui, par exemple. Oui, c'est exact. Merci, Liam, de la précision.
Tout à fait, on ne va pas se placer du côté du spécialiste tout simplement parce qu'on va gêner les joueurs dans leur changement. Et il va arriver qu'on va se rentrer dedans, qu'on va tomber par terre, ça va faire rigoler tout le monde et ce n'est pas le but recherché. Donc on va se mettre à chaque fois à l'opposé du changement du gardien. Et puis on essaye de changer en longueur lors de jets de 6 mètres ou lors de temps mort. Voilà. Et un petit retard pour le démarrage sur la montée de balle de l'arbitre, c'est-à-dire peut-être attendre légèrement en retrait, évidemment, sauf si l'action est hyper rapide, pour pouvoir justement voir l'entrée du spécialiste et les changements, on va dire, un petit peu plus ex-cathédrale et en retrait. Ça peut être imaginable ou pas? Difficile à dire parce qu'on va se concentrer sur la balle et sur le joueur, qui est très important. Et il ne faut pas oublier de courir vite non plus parce que si jamais, et ça arrive souvent, l'attaquant il tire sur la transversale et la balle retombe à la verticale, au beach, il n'y a pas de ligne dans les buts. Donc plus on va être proche du but, plus on va pouvoir apprécier si le ballon est rentré ou non. Si on est à 10 mètres du but, on ne va pas être crédible pour valider le but. C'est ça. Après, honnêtement, je vais vous dire, ne vous prenez pas la tête sur les mauvais changements. C'est quelque chose qui va venir tout seul. Si c'est trop flagrant, vous allez le voir. Hein. Et comme on l'a dit, vous allez le sentir. C'est toujours dans la même idée. Si vous voulez. Il y a un principe général qui est dans l'arbitrage, à mon avis. Tant que ça ne profite pas cruellement à une équipe et que ça ne crée pas de déséquilibre, ne cherchez pas la petite bête. Alors, c'est important, par contre, au départ, effectivement, de travailler tout ça pour que on apprenne, puisqu'en fait, on est les premiers formateurs au beach handball sur le terrain, ça va être vous, ça va être nous. Et il est important au départ qu'on rappelle bien toutes ces règles-là avec discernement et pédagogie. Après, n'en faites pas un leitmotiv. Voilà. Laissez le jeu. Et puis vous sentirez aussi les mauvais changements, mais ne vous focalisez pas que là-dessus. Et je précise aussi que même si au beach handball par rapport à indoor, l'arbitre fait encore plus partie du jeu parce qu'on le voit plus, on a des mouvements pour valider les buts qui sont des mouvements sympas. Enfin voilà, c'est très fun. Il ne faut pas oublier que c'est les joueurs qui sont maîtres du jeu et là, nous, on est juste là pour les accompagner. Donc c'est comme au indoor, un bon arbitre, c'est celui qu'on n'aura pas vu pendant le match. Donc si on est là à siffler et tout et n'importe quoi et à être pointilleux sur plein de choses, ça ne va pas super bien se passer. C'est ça. En parlant d'être pointilleux, c'est vrai qu'il y a quand même un truc sur lequel il faut l'être. Oui. C'est le 360. C'est le 360. Et tout à l'heure, j'ai vu certains d'entre vous prendre pas mal de notes sur ce qui a pu être dit depuis le début. D'ailleurs, c'est super bien. On a parlé de tout ce qui valait 2 points. Tout à l'heure, Cédric et Mathieu ont mis en avant le spécialiste et le gardien de but en disant que si ces joueurs-là marquaient, forcément, ça valait 2 points pour leur équipe. Mais en réalité, il n'y a pas que ça. En réalité, il y a surtout aussi le 360 et le kung-fu, qui sont des gestes spécifiques, qui sont aussi réglementés dans la posture des pieds, dans l'organisation du corps, dans le saut et dans vraiment comment est-ce qu'on doit juger si le geste spécifique est valable ou pas dans les 2 points. Qu'est-ce que vous pouvez en dire là-dessus, Mathieu, Cédric? Est-ce que vous voulez commencer par le 3-6, par le kung-fu? Je vais laisser Mathieu sur le 3-6, c'est sa spécialité. Alors, le fameux 360. Honnêtement, c'est un des trucs les plus difficiles à juger parce que c'est en fait quelque chose auquel on n'a absolument pas l'habitude d'avoir ces situations au indoor. Ce qui est très important, c'est la position des pieds au départ quand vous allez commencer. C'est ce qui va vous aider effectivement à juger de la validité d'un 360 ou non. Pour être très honnête avec vous, dans les niveaux de jeu et dans le niveau de pratique que vous allez rencontrer, j'ai bien peur que vous ayez à faire face au début à beaucoup de 360 incomplets. L'effort est louable et très honnêtement, moi-même pour avoir essayé d'en faire, je suis incapable de réellement tourner pour mériter 2 points. Cédric rigole, mais c'est pareil. Et Liam, je ne l'ai pas vu, mais je pense que c'est la même. C'est pareil. La mécanique à mettre en place est vraiment spécifique au beach handball. Et c'est là où, d'un point de vue joueur, si on passe sur la technique, c'est hyper intéressant parce que c'est se situer dans l'espace, trouver le bon engagement, trouver la bonne vitesse, la bonne impulsion. Et tout ça, c'est des notions qui vont pouvoir assez facilement se recoller dans le indoor et donner un avantage au joueur qui apprend à les faire. Si on revient sur la diapo d'avant, juste, donc effectivement, pour pouvoir obtenir 2 points au beach handball, il va falloir marquer des buts sur Kung Fu ou sur 360 ou
obtenir un but du gardien ou du spécialiste, comme on l'a vu tout à l'heure. L'autre particularité, c'est qu'un jet de 6 mètres vaut 2 points, qu'importe le tireur qui va l'exécuter. Et du coup, vous allez vite comprendre que pour prendre l'avantage sur l'autre équipe, si on marque le double de buts sur chacune des actions, forcément, on va avoir un avantage qui est conséquent. Donc là, on va pouvoir parler du 3-6. Et c'est une des techniques qui est mise en œuvre, le 3-6, pour justement obtenir ces 2 points. Pour répondre à la question sur si le spécialiste fait 360 degrés, ça fera que 2 points. À part faire le spectacle, ça ne sert à rien. C'est ça. C'est ça. Bon, on rentre dans la partie technique du 3-6, du coup, Liam, avec les petites activations qui vont aller avec. Je posterai une petite vidéo comme tout à l'heure, vous verrez, ça sera sympa. Ça marche. Tu voulais prendre la parole sur ça, sur cette… Écoute, on peut débuter par ça et après, tu as une vidéo, c'est ça? Ouais, ou l'inverse, peu importe. Hein, on peut, écoute, on peut commencer par ça, comme ça permettra de voir dans la vidéo si les 3-6 sont bien faits. La position des pieds, vous allez voir assez logiquement, si vous êtes pas trop nul en maths, que pour faire un 360, il faut se positionner quand on est au milieu du terrain, bien dans l'axe, ou lorsque l'on est sur un côté, et forcément en direction du but. Après, il y aura une toute petite particularité liée au fait que le joueur soit droitier ou gaucher, parce que suivant la position de son bras, il va faire plus ou moins 360, et surtout sa position sur le terrain. Alors voilà cette petite vidéo. Donc pour inscrire les 2 points, les attaquants doivent donc faire le Kung Fu ou le 360, c'est ce que vient de présenter Mathieu. Le 360 en l'occurrence avec des pieds qui doivent être alignés avant le saut. Si on revoit l'action qui est juste avant, hop, on va y arriver. En fait, le plus facile à expliquer, parce qu'il n'est pas sur ta diapo, c'est un 360 degrés pile en face du but. Il faut absolument que les pieds et les genoux soient orientés vers le but. Si vous avez les genoux qui sont orientés vers la gauche ou vers la droite, et les pieds aussi, c'est sûr que ça ne sera pas à 360 degrés. C'est assez facile à voir quand on se concentre dessus. Alors, pour faire un 360 degrés, il n'est pas obligatoire de partir 2 pieds joints non plus. Hein. La plupart des joueurs le font parce que c'est plus simple et plus lisible pour l'arbitre, mais rien n'empêche de le faire sur un pied. C'est juste beaucoup plus difficile. C'est ça. Et pareil qu'au indoor, il est interdit d'utiliser la surface de but pour pouvoir tirer. C'est-à-dire que quelqu'un qui exécute son 360 et qui vient à toucher la surface de but avant de lâcher le ballon, ça sera considéré comme en zone, comme un empiètement, et du coup, ce sera un renvoi à exécuter pour le gardien. Petite précision pour la zone, qui est quand même très très importante au beach handball, à la différence du indoor. Un joueur a le droit de récupérer le ballon dans la zone. Il n'y a pas faute. Alors qu'au indoor, il n'a pas le droit. Donc ça fait très bizarre au début quand on voit ça, mais ça permet aussi d'autres actions de jeu. Un joueur qui va vite récupérer le ballon et qui va tirer dans le but. Il faut s'y préparer parce que si on fait que de l'indoor, on n'a pas l'habitude. C'est ça. Ok, cool. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Parce que du coup, il y a quand même pas mal de points qui sont hyper précis sur le 360 avant de passer sur le Kung Fu. Peut-être quelques questions. Il n'y en a pas forcément. Benoît, tu as mis en avant du coup dans le chat le cas du droitier à gauche ou du gaucher à droite. C'est plutôt du coup du droitier à droite ou du gaucher à gauche. C'est ça. Effectivement, doit décaler un petit peu la pose de ses pieds et finalement, il doit prendre la posture qui est là projetée comme incorrecte, hein, si je ne me trompe pas, Cédric et Mathieu, pour être sûr du coup de faire le tour complet, quoi. Ça. Oui, parce que sinon il tourne, sinon il va faire plus que 360. Alors il a le droit de faire plus. Hein. Il y a des joueurs qui font des 720 degrés. Nico, par exemple, c'est 720. Voilà, ça vaut que 2 points, mais voilà, dès que c'est plus de 360, il n'y a pas de problème. C'est ça. Après, vous allez avoir honnêtement des signes qui ne seront pas trompeurs quand vous allez juger vos 360. Un droitier va avoir, en termes d'exécution du 360, sachez-le aussi si vous entraînez vos joueurs, on tourne toujours en enroulant le bras et en essayant de prendre de la vitesse avec le bras pour tourner sur soi-même.
tourner vers côté bras, ce sera nettement plus difficile à exécuter. Donc, sachez qu'un joueur qui va essayer de tourner du côté de son bras, dans quasiment 100% des cas, il n'y arrivera pas. Donc, il faut vraiment avoir cette mécanique qu'on verra peut-être. Je vous ai sélectionné un petit shootout pour la fin. Je vous partagerai l'écran, vous verrez. Allez, carrément. Comme sur un match de beach. À la fin, on finit toujours pas le shootout. Et ben nous, on finira la vidéo de ce soir par un shootout. Ça pas un petit plaisir shootout. Le 360 qui est incomplet, mais qui finit dans le but, c'est absolument pas une faute ou une irrégularité. C'est simplement que le but sera jugé à 1 point. Normalement. Exactement. On n'a pas parlé du kung-fu, mais finalement, il n'y a rien de plus cohérent que l'indoor. Un joueur qui est en l'air, qui attrape la balle, qui doit la maîtriser avant de tirer et qui ne doit pas la frapper. Ça peut le seul point sur lequel il faut être vigilant, je crois bien. Ouais, alors le kung-fu, on va dire que la particularité du kung-fu, c'est est-ce que mon joueur a pris son impulsion en dehors de la zone? C'est ça qui est important, parce que s'il l'a prise en ayant le pied sur la zone ou à l'intérieur de la zone, pour le coup, c'est un empiètement. Et à partir de là, c'est est-ce qu'il effectivement maîtrise bien son ballon pour tirer et est-ce qu'au moment où il tire, il n'est pas en contact avec la zone. Si toutes ces étapes-là sont respectées, à ce moment-là, pas de souci, c'est 2 points. Pas de souci, c'est clair. Est-ce qu'il y a certains, il y en a qui ont des questions là, par rapport à ce qu'on vient de dire sur le 3-6, sur le kung-fu est-ce qu'il y a une tolérance sur les jeunes joueurs pour le 3-6? Alors, ça dépend, j'ai envie de dire, du niveau où on arbitre. Si on parle d'un championnat d'Europe, je te dirais non. Si on parle du tournoi de la ville, je te dirais oui, parce qu'on est dans un but d'apprentissage. Et à haut niveau, on n'est plus dans un but d'apprentissage, on a un but de compétition. On est là dans la récompense de la prise de risque, un petit peu sur les tournois qu'on va avoir, nous, en beach on tour, quoi, ici au Rhin, par exemple. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est toujours d'être dans la pédagogie et d'expliquer. Là, c'était 300 degrés, tu es en apprentissage, je mets 2 points, mais attention, il faut essayer de faire mieux. Voilà. D'accord. Essayer d'accompagner. C'est ça, et tu vois, Benoît, en l'occurrence sur Aura, on était dans une réflexion d'effectivement essayer d'avoir une tolérance pour le public jeune et le public débutant, en tout cas sur le 360, parce qu'on se rend compte que c'est vraiment compliqué pour quelqu'un qui ne sait pas faire et surtout qui ne s'y est pas entraîné. Et on se pose la question de savoir est-ce que c'est pas mieux de faire 2 fois 180 en faisant en sorte que les appuis soient bien posés, que les rotations soient faites comme il faut, ou alors de tolérer le 360. Et a priori, on serait plus sûr tolérer le 360 parce qu'on est quand même dans l'idée de vouloir faire le tour complet avant de pouvoir tirer. Et c'est pour ça que, ouais, effectivement, il faut être tolérant, surtout chez les jeunes, quoi. Ouais, comme le dit Cédric, en communiquant bien comme il faut, quoi. Ouais, et puis on est toujours dans l'aspect positif aussi du beach, quoi, quelque part. C'est ça. Après, honnêtement, c'est le 360, c'est aussi de la cohérence. C'est-à-dire que dès le moment où vous êtes cohérent des 2 côtés, il n'y aura pas de difficulté. Après, si vous venez à donner à une équipe 2 points pour des 360 très correctement exécutés, mais que l'autre équipe en face fait des 300 degrés auxquels vous accordez 2 points, vous créez un déséquilibre qui n'est pas le reflet de ce qui se passe sur le terrain. Après, effectivement, dans le cadre de la formation et puis de l'apprentissage, c'est bien d'expliquer les choses et je pense que c'est tout à fait cohérent de récompenser la prise de risque, surtout chez les jeunes. Alors, on n'aura pas le temps d'en parler, mais il y a tout un tas de travaux sur, on va dire, le beach handball adapté au jeune public, où effectivement, il n'y a pas les mêmes exigences, mais où on va être un peu plus cohérent justement sur ces rotations. Il faut savoir aussi que les joueurs, une fois passé cette étape de découverte, ils vont avoir besoin de l'arbitre, ils vont avoir besoin d'un cadrage et d'un règlement pour dire est-ce que je fais le geste bien ou pas. Et ça, c'est l'arbitre qui va pouvoir l'aider en sifflant, et des fois en lui sifflant non, c'était que 1 point et pas 2, il faut que tu tournes plus, et bien peut-être que la prochaine fois, le joueur, il aura tourné plus, il aura mérité son 360 et 2 points. Il faut aussi, c'est un moyen de les faire progresser. Dire, ah ben zut, cette fois-ci, c'était que 1 point, la prochaine fois, je ferai mieux. Et vous inquiétez pas, les joueurs s'y font très vite. C'est clair. C'est clair. Juste je prends la question de Tristan. Si le pied est sur la ligne imaginaire de la zone, alors ligne imaginaire, mais pas si imaginaire. Effectivement, la particularité au beach, c'est qu'on n'a pas de ligne tracée et que ces lignes sont mouvantes. Et ça ne facilite pas le travail de l'arbitre. Et on parlait de la communication, de la prévention, de la verbale. Eh ben, il est aussi de notre devoir de clarifier ces situations autour de la zone. Alors,
sans excès, hein, bien sûr, mais en reprenant la position des joueurs qui auraient tendance à trop jouer sur la ligne et en les invitant à s'en décoller un peu. Et puis, le défenseur qui jouerait avec cette ligne, parce que c'est honnêtement des tactiques, hein, ça devient des tactiques au haut niveau, des attaquants qui prendraient des libertés sur la ligne ou des défenseurs qui la feraient exprès bouger pour faire penser que c'est l'attaquant qui l'a prise, c'est à sanctionner progressivement ou à mettre 6 mètres si c'est nécessaire. Après, encore une fois, hein, c'est du bon sens. C'est-à-dire que si vous pensez que c'est le défenseur qui fait bouger volontairement ou involontairement cette ligne et que du coup, ça empêche l'attaquant de réellement avoir une occasion manifeste de but, et à ce moment-là, ce sera un jet de 6 mètres pour réparer cette situation. C'est ça. Voilà. Le jet de 6 mètres, pour ceux qui se poseraient encore la question, c'est vraiment le jet de 7 mètres en indoor, quoi. Simplement qu'il n'y a pas la ligne de 7 mètres et qu'on met le pied devant la ligne de zone pour tirer. Et ce jet de 6 mètres-là vaut 2 points aussi, hein, on a oublié de le souligner, mais il vaut 2 points aussi. Voilà. Je voulais aussi vous mettre dans le chat. On t'entend plus. Bien joué, merci Cédric. C'est un lien sur lequel vous pourrez retrouver un tas de vidéos sur ce qu'on a vu tout à l'heure en termes de gestes techniques, les 360, les kung-fu, des vidéos qui expliquent les règles, comment ça se passe le beach, mais aussi des vidéos sur la stratégie et les tactiques qui peuvent être mises en place sur l'aspect défensif, sur l'aspect offensif, parce que vous verrez, il y a certaines équipes qui se servent un petit peu du spécialiste comme pivot, d'autres comme demi-centre, d'autres comme arrière, et qui organisent toute une stratégie autour de ça. Donc ça peut être intéressant pour les arbitres de regarder un peu comment ça se passe tout cet aspect-là tactique. Donc voilà, ce lien-là, si vous voulez vous en resservir, il est là pour ça, et même sur des formations, hein, je pense à Simon, peut-être que tu l'avais déjà à Beaurepaire, je ne sais pas, si tu ne l'avais pas, pourquoi pas s'en resservir, ça rassemble vraiment beaucoup de choses. J'ai trouvé très intéressant, en tout cas, c'était Alexis Brianceau et David Monlor là, qui nous ont transféré sur la formation qu'on a fait la semaine passée pour les arbitres de beach. Vraiment sympa. On arrive plutôt à la fin, on a fait le tour. On a fait le tour de quasiment tous les thèmes sur le beach. Je ne sais pas si là, il y en a certains d'entre vous qui ont des questions par rapport à ce qui a été dit, hein, des trucs qu'on a pu dire au tout début, ou là même des questions toutes fraîches, qui voudraient prendre la parole. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas. On a une question de Simon, je crois, sur le jeu passif. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, mais le jeu passif est hyper important. Alors depuis le début, on vous dit avec Cédric que c'est un jeu hyper rapide, qu'on favorise le jeu justement sans temps mort. Et le jeu passif, il contribue largement. Alors au indoor, on va compter le nombre de passes. En plus, ça va changer parce que les règles et le nombre de passes ont ou vont changer. Au beach handball, on ne se prend pas la tête, on ne compte pas. C'est la dynamique du jeu qui va dicter le jeu passif. Il est évident que sur des niveaux débutants, on va être un tout petit peu plus tolérant pour permettre aux équipes de bien se mettre en place. Mais le but du jeu, c'est de dynamiser le jeu et on va être assez sensible au jeu passif. Et encore une fois, ça sert aussi la lecture du jeu en indoor. C'est-à-dire que là, au beach handball, le but, c'est d'attaquer, c'est de marquer des buts et d'en marquer le plus possible et que ce soit le plus attractif possible. Donc, toute équipe qui aurait tendance à jouer vers l'arrière ou à retarder la mise en place d'une attaque sera sanctionnée d'un geste d'avertissement préalable au jeu passif. Donc, c'est le bras cassé, hein, c'est celui que vous connaissez, que vous utilisez déjà au indoor. Sauf que là, c'est une fois qu'on a levé ce bras, directement, inviter l'équipe à aller vers le but. Et si elle ne le fait pas, c'est interrompre cette possession de balle et rendre la balle à l'équipe qui était en défense. Du fait de la supériorité numérique de l'équipe qui attaque, on a quand même tout un tas d'options qui se présentent à eux. Et il faut savoir aussi reconnaître le travail d'une défense. Hein, comme on ne peut pas enterrer le ballon en termes de défense, la défense qui va super bien flotter, qui va super bien, on va dire, dissuader les passes, etc., qui va empêcher l'équipe qui attaque d'aller vers le but, va se voir récompensée justement grâce à ce jeu passif. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir, on va dire, des techniques de défense qui se mettent en place. Donc, n'hésitez pas à rehausser un peu votre curseur par rapport à ce que vous connaissez en indoor pour justement avoir, on va dire, une sensibilité accrue sur le jeu passif. Ouais, et pour compléter ce que dit Mathieu, on va tellement loin dans l'analyse dans le jeu passif que si un joueur est en position de tirer, donc en occasion manifeste de but, le long de la ligne de la zone,
S'il ne tire pas et qu'il fait une passe à un coéquipier, on lève le bras tout de suite. Parce qu'on considère qu'il pouvait tirer, que le but du beach handball, c'est que ce soit rapide comme marque des buts. Donc, il avait la possibilité de le faire, il ne l'a pas fait, alors jeu passif. Ce qu'on ne va pas forcément retrouver au indoor. Ok. Mathieu, Cédric, peut-être que vous savez où est-ce qu'on peut trouver le règlement, hein. Moi, j'ai plutôt conseillé d'aller sur le site de l'EHF à Yannick qui voudrait peut-être le trouver. Je ne suis pas persuadé qu'il existe sur le site de la Fédé française, mais il est en téléchargement dans plusieurs langues, dont le français sur le site de l'IHF, ça c'est sûr. L'EHF, je ne sais pas. Il reste pendant 2 semaines. La première semaine, c'est les championnats d'Europe, les championnats du monde junior, et après les championnats d'Europe, le championnat du monde senior. Je dis championnat d'Europe plein de fois parce qu'en fait, on va, après ces championnats du monde, aller arbitrer les championnats d'Europe jeunes en République tchèque, à Prague. Et c'est un tournoi où il y aura aussi des rencontres seniors pour qualifier les prochaines équipes nationales qui participeront au championnat d'Europe. En fait, il y a énormément de compétitions. L'EHF travaille beaucoup sur la promotion du beach handball. Pourquoi ? Parce qu'au beach handball, on n'a pas non plus les mêmes nations représentées qu'au handball en indoor. Et c'est quelque chose qui est très intéressant pour l'EHF et l'IHF, parce qu'en termes de représentativité des nations, on est sur quelque chose de beaucoup plus universel. Un des défauts du handball aux Jeux Olympiques, c'est qu'en fait, le tournoi, on sait comment il termine. C'est-à-dire qu'à part le Qatar qui a réussi une performance incroyable sur une Olympiade, ou encore le Brésil à la maison, mais avec donc, les conditions favorables, on est en fait quasiment sur un championnat d'Europe restreint aux Jeux Olympiques. Et ce n'est pas forcément ce que les Jeux Olympiques doivent véhiculer comme image. Donc, il se dit peut-être qu'un jour, le beach handball aura sa place aux Jeux Olympiques. Et là, Titouan, Léo, c'est de votre génération dont il s'agit. Peut-être qu'à Los Angeles, en 2028, on aura 2 arbitres français qui viendront de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes pour arbitrer du beach handball. C'est tout ce que je vous souhaite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au beach handball, donc là, vous avez la Suède, vous avez l'Espagne, mais l'Ukraine, pour ne citer que assez malheureusement, a une équipe de beach handball qui performe et qui a été en demi-finale l'année dernière chez les jeunes. On a des pays comme le Danemark, comme le Pays-Bas qui sont très forts, des équipes comme la Grèce, comme l'Italie. L'Italie au indoor n'est pas représentée, mais dans les compétitions internationales, on a des équipes italiennes. Et en international, on a le Vietnam, on a le Qatar qui sont représentés, on a le Brésil, l'Argentine, les États-Unis, la Chine. C'est quand même beaucoup plus ouvert que le indoor. Donc voilà pour notre parcours. Maintenant, Cédric, je te laisse la charge de dire en quoi le beach peut aussi apporter pour le indoor. Peut-être que en même temps que tu fais la transition, Cédric, il y a Simon qui a posé la question de l'indemnité. Comment ça se passait? Est-ce que vous êtes défrayé quand vous déplacez, voire payé comme en indoor? Ça se passe comment tout ça? Puis après, si tu veux continuer. Alors actuellement, en France, en tout cas à notre niveau, ils nous payent les frais de transport et d'hébergement et de nourriture, en gros. On ne gagne pas d'argent, mais on n'en perd pas. Après, sur tout ce qui est niveau international européen, on est payé 60 € par jour sur place. Et évidemment, tout le transport, l'hôtel et la nourriture sont payés. Donc, on ne fait pas ça pour l'argent, clairement, mais ça peut apporter un petit plus. Ensuite, pour faire la transition de Mathieu, qui a dit beaucoup de choses intéressantes, moi, je dirais la première chose, surtout pour les jeunes, que ce soit du beach ou du indoor, c'est qu'il faut prendre du plaisir. On prend du plaisir en tant que joueur, mais on en prend aussi beaucoup en tant qu'arbitre. Et l'autre conseil que je peux vous donner, c'est de jouer le maximum possible. Vous êtes encore jeune, jouez jusqu'à vos 18-20 ans, et quand vous devrez vous poser la question si vous voulez faire que arbitre, ça sera à ce moment-là qu'il faudra vous la poser. Pourquoi ? Parce qu'en tant que joueur, vous allez ressentir vraiment ce qui se passe sur le terrain. Vous allez avoir de la lecture de jeu, etc. Et quand vous serez arbitre, vous vous rappellerez, ah tiens, j'avais ce feeling-là, peut-être que le joueur va le faire aussi, et vous allez pouvoir peut-être anticiper des actions, ce genre de choses. Ou vous allez vous prendre un coup sur le visage. En tant que joueur, ça fait mal. Si vous n'avez jamais joué, vous ne savez pas ce que c'est. Vous aurez aussi une sensibilité qui est différente. Donc, jouez le plus longtemps possible. Prenez du plaisir. Nous, avec Mathieu, là, on a 34 ans, on arbitre. On prend énormément de plaisir à être sur le sable et à arbitrer. Et pourtant, on n'est pas joueur. On a atteint un niveau des compétitions que jamais on n'aurait pu atteindre en tant que joueur. Donc, ça, c'est génial. Ensuite, ce que le beach peut apporter spécifiquement par rapport au indoor, donc les deux sont complémentaires,
Nous, avec Mathieu, on a fait le choix aujourd'hui de faire que du beach parce que on a un travail qui nous prend beaucoup de temps à côté, on a une famille avec des enfants qui nous prennent aussi beaucoup de temps, avec qui on a envie d'être, et on ne peut plus tout faire. On a profité pendant de nombreuses années, donc maintenant on s'est spécifié dans le beach. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au beach handball, comme c'est un jeu qui est très rapide et basé sur le fair play, on va avoir une communication qui est différente avec les joueurs et les entraîneurs. Elle va être rapide, efficace et avec le sourire. Et on ne retrouve pas forcément ça au indoor. Au indoor, les arbitres, on est malheureusement assez renfermés parce qu'il y a beaucoup de pression, parce que des fois, ça râle beaucoup, alors que la clé, c'est la communication. Et en fait, grâce à l'expérience de beach handball, on se rend compte que on peut aussi communiquer en indoor avec des sourires et une tape dans la main. Alors, il faut pouvoir le faire au bon moment, avec les bonnes personnes, mais c'est des choses qu'on apprend beaucoup grâce à ce sport, qu'on avait du mal à faire avec Mathieu, honnêtement, au début, quand on était en indoor, quoi. Et si vous voyez là, nos matchs, vous voyez là, j'ai fait un geste au public, allez, on fait du bruit, c'est des choses qu'on ne peut pas faire en indoor. Et là, on se lâche vraiment, on profite, on sourit, voilà, c'est vraiment génial. C'est ça. En fait, c'est le mix parfait entre la compétition, vraiment l'aspect, on cherche à gagner, on cherche à être meilleur que l'adversaire, tout en ayant un état d'esprit qui est exceptionnel et qui est vraiment tourné vers profiter, le fair play, etc. Et c'est vraiment un pur plaisir. Eh bien, nickel, parfait. Le mot de la fin pour Mathieu et Cédric, du coup. Je vais commencer, je vais laisser Mathieu terminer. En tout cas, merci pour l'invitation. Pour nous, c'est toujours un plaisir de partager cette passion. Je pense que vous l'avez compris de la manière dont on en parle. On a été piqué par le beach et voilà, on adore ça. Donc, on pourrait échanger des heures là-dessus. En tout cas, voilà, je voulais juste conclure aussi sur les jeunes. Léo, Titouan, si vous avez de la motivation et si vous prenez plaisir, vous pourrez faire des belles choses dans la vie et dans votre carrière d'arbitre. C'est beau. C'est beau. Eh ben, encore une fois, merci pour l'invitation. C'est, comme l'a dit Cédric, toujours un immense plaisir de partager ce sport encore trop confidentiel et qui est trop beau pour juste rester entre ceux qui l'ont découvert aujourd'hui. Donc, parlez-en autour de vous, allez tester, allez essayer. On n'est pas tous obligés de faire des 360 pour s'amuser au beach. Il y a plein de manières de s'éclater. L'autre avantage, c'est que ça apporte énormément aussi pour le indoor. Ça pourrait faire l'objet aussi d'une conférence pareil de 2 heures sur qu'est-ce que ça apporte de jouer au beach quand après je reviens sur un terrain en intérieur. L'autre avantage, c'est que là aujourd'hui, vos saisons se terminent ou vont se terminer pour la plupart. Ça permet de prolonger le plaisir, en fait, tout simplement. Et de se dire que le mois de juin, le mois de juillet, voire même le mois d'août, je fais du beach chez moi avec mon club, mais je fais aussi du beach quand je vais en vacances sur les différentes plages parce que ça peut aussi marcher sur des tournois comme ça. Donc voilà, éclatez-vous, prenez plaisir, n'hésitez pas à nous solliciter aussi si on peut vous aider d'une manière ou d'une autre. Passez par Liam ou moi directement. On aura toujours un grand plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets-là. Et bonne soirée, merci pour votre attention, c'était vraiment cool. Complètement. Et à moi de vous remercier tous les deux, Cédric et Mathieu, pour votre venue. Je crois que là, on l'a entendu du coup par tous que chacun était satisfait de la présentation en fait ce soir. Merci aussi à tous les participants parce que je pense que c'est aussi à travers vous que la pratique pourra se développer, ne serait-ce que par le discours que vous pourrez avoir avec les personnes qui vous entourent. Peut-être pour certains, les actions que vous allez pouvoir avoir cette année sur Aura, au travers des étapes, au travers des actions de formation, que ce soit des joueurs, des arbitres, etc. Je pense que c'est une pratique qu'on doit développer, mais surtout qu'on doit présenter à toutes les personnes qui nous entourent comme quelque chose de très complémentaire au handball indoor et pas forcément de concurrents. Voilà, c'est un petit peu le message et en tout cas, il y a tout à gagner à pratiquer le beach handball. Merci à tous en tout cas. Moi, je reste bien sûr dispo à l'avenir si vous avez des questions ou quoi. Passez une bonne soirée et pour la plupart d'entre vous, à très vite du coup sur le terrain. C'est ça. Et en France, pour les plus chanceux aux finalités à Dunkerque, on pourra peut-être se croiser. Eh ben, pourquoi pas. Voilà, pour vous qualifier sur les différentes étapes Aura. Exactement. À bientôt, bonne soirée et puis au plaisir.
À Au bientôt, bonne plaisir. soirée.